Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Émilie avait préparé cette soirée depuis des semaines, rêvant de retrouver l'étincelle perdue avec Thomas. Elle avait choisi un restaurant chic au cœur de la ville, réservé une table romantique et revêtu une robe sublime couleur ivoire. Dès leur arrivée, tout semblait parfait, le sourire de Thomas, les chandelles, le vin soigneusement choisi. Chaque détail semblait promettre une nuit mémorable, un renouveau pour leur couple. Dans son cœur, Émilie nourrissait l'espoir secret de reconstruire ce qu'ils avaient autrefois. Mais derrière les regards tendres et les conversations légères, une tension sourde flottait, imperceptible pour une âme amoureuse. Émilie, malgré sa joie, sentait une distance étrange, comme un froid glacial camouflé sous des sourires forcés. Elle choisit d'ignorer ces signaux, s'accrochant à son rêve d'un amour retrouvé. Les heures avançaient lentement, baignées d'illusions sucrées et d'une menace invisible. Sans le savoir, elle avançait, pas à pas, vers le moment qui changerait sa vie à jamais. Alors que Thomas riait à une plaisanterie anodine, Émilie ressentit un vertige soudain. Une impression de vide, comme si l'air autour d'elle s'était épaissi, oppressant son souffle. Prétextant un besoin urgent, elle se leva précipitamment pour se diriger vers les toilettes, son cœur battant étrangement vite. Chaque pas semblait la plonger davantage dans un tunnel sombre, loin de l'atmosphère festive de la salle principale. Quelque chose de sourd et de terrible semblait se rapprocher, et elle ne savait pas encore quoi. En s'engouffrant dans le couloir désert, Émilie frissonna sous un courant d'air glacial qui n'existait pourtant pas quelques instants plus tôt. Tout était silencieux, presque irréel, comme si le temps avait suspendu sa course. Elle s'arrêta un instant, le souffle court, tentant de calmer cette panique sourde qui s'insinuait en elle. Un mauvais pressentiment l'enveloppait tout entière, serrant sa poitrine dans un étau invisible. Mais ce qu'elle allait vivre dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Alors qu'Émilie s'apprêtait à entrer dans les toilettes, une femme surgit de nulle part, surgissant de l'ombre avec une urgence effrayante. C'était une inconnue, le visage marqué par l'angoisse, les yeux lançant des éclairs d'alerte. Elle saisit Émilie par le bras, la forçant à l'écouter, malgré l'effroi que cela provoqua. D'une voix tremblante mais ferme, elle chuchota, « Ne buvez pas le vin. Votre mari y a mis quelque chose. » Chaque mot tombait comme une lame glacée sur l'âme d'Émilie. Terrifiée, Émilie recula d'un pas, son esprit refusant de comprendre. Cette révélation semblait absurde, impensable dans l'univers parfait qu'elle tentait de préserver. Pourtant, dans le regard de la femme, il n'y avait ni doute ni folie, seulement une détresse sincère. Déstabilisée, Émilie sentit sa gorge se nouer, son cœur éclater sous le poids d'une angoisse dévorante. Dans un brouillard de peur et de confusion, elle sut qu'elle ne pouvait pas ignorer cet avertissement venu de nulle part. Émilie resta figée quelques secondes, le regard fixé sur l'endroit où la femme mystérieuse avait disparu. Son esprit rationnel refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre, tentant de trouver une explication logique. Peut-être s'agissait-il d'une mauvaise plaisanterie ? Pourtant, une peur viscérale s'empara d'elle, impossible à ignorer. Le doute commença à ronger son cœur, installant en elle une angoisse glaciale. Chaque pas qui la ramenait vers sa table était lourd, comme si une chape de plomb pesait sur ses épaules. L'ambiance du restaurant lui semblait désormais fausse, oppressante, presque menaçante. Elle tenta de sourire en revoyant Thomas, mais son regard lui parut soudain étranger, lointain. Une question lancinante martelait son esprit, et si c'était vrai ? Prisonnière de l'incertitude, Émilie sentit son monde basculer dans l'ombre. Arrivée à la table, Émilie vit les 2 verres de vin sagement posés devant eux, brillant sous la lumière tamisée. D'un geste hésitant mais discret, elle échangea les verres, son cœur battant à tout rompre, redoutant à chaque seconde d'être démasqué. Thomas, absorbé par son téléphone, ne remarqua rien, continuant à sourire comme si de rien n'était. Ce petit geste insignifiant, presque invisible, était en réalité un acte de survie. Émilie savait que sa vie pourrait dépendre de cette infime décision. Assise en face de lui, elle tenta de dissimuler son trouble derrière un masque d'apparente légèreté. Chaque minute qui passait semblait une éternité,
emplie de tension et d'incertitude. Elle observait Thomas à la dérobée, cherchant le moindre signe de trahison dans ses gestes familiers. Chaque éclat de rire résonnait faux, chaque regard semblait teinté de menace. Au fond d'elle-même, Émilie priait pour que ses soupçons soient infondés, même si son instinct hurlait le contraire. Le dîner reprit son cours dans une atmosphère étrange, où chaque cliquetis de verre sonnait comme un avertissement silencieux. Émilie sentait la sueur perler dans son dos, tandis qu'elle s'efforçait de paraître détendue. Thomas, de son côté, semblait détendu, riant à ses propres plaisanteries, ignorant le tumulte intérieur de son épouse. La moindre seconde d'attente devenait un supplice insoutenable. Son regard oscillait sans cesse entre son verre et les gestes de Thomas. Soudain, Thomas saisit son verre, le leva pour porter un toast, et Émilie retint son souffle. Le liquide glissa sur ses lèvres dans un mouvement presque au ralenti aux yeux d'Émilie, chaque goutte scellant peut-être leur destin. Elle sentit ses mains trembler légèrement sous la table, son estomac se nouer de terreur pure. Tout son être était suspendu à cet instant fragile, où tout pouvait basculer en un battement de cils. Elle n'aurait jamais imaginé que l'amour de sa vie pourrait devenir son pire cauchemar. À peine Thomas eut-il bu quelques gorgées que son visage se transforma brusquement. Ses traits se crispèrent dans une expression de douleur atroce, et il porta immédiatement ses mains à sa gorge, luttant pour respirer. Autour d'eux, les conversations cessèrent brutalement, remplacées par des murmures inquiets et des regards stupéfaits. Les yeux exorbités de Thomas cherchaient désespérément de l'air, alors que son corps se balançait dangereusement. Émilie, paralysée, assista impuissante à cette scène terrifiante. En l'espace de quelques secondes, l'atmosphère du restaurant bascula de la fête à la tragédie. Les couverts tombèrent sur les tables, des cris étouffés se firent entendre, certains clients se levèrent précipitamment. Thomas tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent sous lui, et il s'effondra lourdement au sol. Le silence s'épaissit, brisé seulement par le halètement rauque de son agonie. Dans son cœur, Émilie sentit la peur pour la submerger, incapable de bouger ou de parler. Un serveur cria à l'aide tandis que d'autres clients composaient frénétiquement le numéro des urgences. Un homme tenta des gestes de premier secours, mais la panique avait déjà envahi tout l'établissement. Émilie, blême, restait figée à sa place, comme plongée dans un cauchemar éveillé. Son regard restait fixé sur Thomas, incapable d'accepter ce qu'elle voyait, l'homme qu'elle avait tant aimé lutter entre la vie et la mort devant ses yeux. Tout semblait irréel, comme si le temps s'était arrêté. Des sirènes commencèrent à retentir au loin, augmentant encore la confusion et l'effroi. Émilie sentit les regards se tourner vers elle, accusateurs, interrogateurs, alors qu'elle n'avait rien fait d'autre qu'exister. Le monde autour d'elle devint flou, les sons se brouillèrent, chaque respiration devenant une torture. Elle voulait hurler, courir, disparaître, mais ses jambes refusaient d'obéir. Tout ce qu'elle pouvait faire était attendre que l'inévitable se produise. Alors que les secouristes prenaient Thomas en charge, il saisit faiblement la main d'Émilie. Dans un souffle presque inaudible, il balbutia « Je suis désolé », avant que ses yeux ne se ferment lentement. Ces mots, si simples et si lourds, la transpercèrent de 1000 lames invisibles, la laissant dévastée. Un abîme de douleur s'ouvrit sous ses pieds, la précipitant dans une chute sans fin. Pourquoi des excuses? Que cachait-il derrière cet ultime aveu? Émilie sentit sa gorge se nouer sous le poids de l'horreur et de la trahison. Rien n'aurait pu la préparer à une telle scène, à ces mots mystérieux, à cette détresse. Tandis que Thomas était emporté sur une civière, elle resta seule au milieu de la salle désertée, comme une naufragée sur une île de ruines. Le vide qui l'envahissait semblait aspirer tout autour d'elle, ne laissant que silence et désespoir. Ce soir-là, elle comprit que sa vie venait de voler en éclats. À l'hôpital, Émilie attendait dans un couloir froid, les mains tremblantes et l'esprit vidé. Chaque minute paraissait interminable, rythmée par les échos lointains de pas et de portes qui claquent. Quand enfin un médecin s'approcha, son visage grave suffit à faire vaciller Émilie. Il annonça que Thomas avait été empoisonné, mais qu'il était hors de danger immédiat. Un frisson glacé parcourut son échine, car une question plus terrible encore la hantait désormais.
Pourquoi son mari aurait-il voulu l'empoisonner elle? Que avait-elle fait pour mériter une telle trahison? Le soulagement de savoir Thomas en vie s'effaça devant l'angoisse lancinante de découvrir la vérité. Émilie sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, incapable de donner du sens à cet acte monstrueux. Les murs de l'hôpital semblaient se refermer sur elle, l'emprisonnant dans une réalité dont elle ne pouvait plus s'échapper. Elle comprit que le pire restait à venir. La police ne tarda pas à intervenir, imposant des questions froides et insistantes à une Émilie déjà ébranlée. Assise dans une petite salle d'interrogatoire, elle tentait de reconstituer la soirée, chaque détail devenant un fardeau. Les inspecteurs insistaient sur la relation qu'elle entretenait avec Thomas, cherchant à comprendre les fissures invisibles de leur couple. Chaque mot qu'elle prononçait semblait la condamner davantage aux yeux des autorités. Émilie, humiliée et trahie, réalisait qu'elle était désormais seule contre tous. Pendant des heures, ils examinèrent son histoire d'amour, la disséquant sans pitié comme une plaie à vif. Elle se sentait dépossédée de sa vie, réduite à quelques phrases maladroites sous les néons aveuglants. Chaque souvenir heureux semblait soudain suspect, chaque geste tendre devenait une preuve potentielle de duplicité. Elle comprit avec horreur que l'amour qui avait guidé sa vie devenait maintenant son bourreau. Et au fond d'elle-même, une flamme de colère commença doucement à s'allumer. Lorsque la police fouilla les effets personnels de Thomas, la vérité commença à émerger comme une marée noire. Ils découvrirent plusieurs polices d'assurance vie au nom d'Émilie, signées sans qu'elle n'en ait eu connaissance. Sur son téléphone, des messages codés révélaient des échanges inquiétants avec une femme mystérieuse. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage s'effondrait, ne laissant qu'un désert de mensonges et de manipulations. Émilie avait partagé sa vie avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Chaque découverte était une déchirure supplémentaire dans son cœur meurtri. Comment avait-elle pu vivre si longtemps dans l'illusion, sans jamais percevoir l'ombre tapie derrière les sourires de Thomas? Elle ressentait une nausée physique à chaque nouvel indice exhumé par les enquêteurs. Tout ce qu'elle avait construit reposait sur un sol pourri, prêt à l'engloutir à tout moment. Émilie comprit alors qu'il ne s'agissait plus seulement d'une trahison d'amour, mais d'une tentative délibérée de la détruire. L'enquête révéla un choc encore plus cruel. Thomas entretenait une liaison secrète avec sa secrétaire depuis plus d'1 an. Des photos, des messages explicites, des réservations d'hôtels, tout exposait l'infamie au grand jour. Ils avaient prévu de fuir ensemble, emportant l'argent des assurances de manière froide et méthodique. Émilie, face à ces preuves accablantes, sentit son âme se fissurer comme du verre brisé. L'homme qu'elle avait aimé de tout son être était devenu son pire ennemi. Chaque document dévoilé par les enquêteurs était une nouvelle gifle, une humiliation insupportable. Comment avait-elle pu être si aveugle? Chaque souvenir tendre se transformait maintenant en une moquerie cruelle. Elle comprenait que leur mariage n'était pour lui qu'un théâtre sordide où elle jouait, sans le savoir, le rôle de la victime parfaite. La trahison était totale, brutale, sans appel. De retour dans leur maison silencieuse, Émilie erra de pièce en pièce, submergée par une douleur abyssale. Chaque recoin respirait la mémoire de leurs années partagées, des éclats de rire, des promesses chuchotées, autant de poignards plantés dans son cœur. Les photos de leur bonheur factice, accrochées au mur, la narguaient de leur ironie cruelle. Elle s'effondra au sol, brisée, incapable de retenir les sanglots déchirants qui montaient de son ventre. Cette maison, autrefois refuge, n'était plus qu'une prison hantée par le mensonge. Elle passa des heures à pleurer, à crier, à supplier un Dieu silencieux de lui donner la force de survivre à cet enfer. La nuit tomba sur elle comme un linceul, enveloppant sa douleur dans une obscurité glaciale. Aucun mot ne pouvait exprimer le vide immense qui l'engloutissait. Tout ce qu'elle avait cru bâtir s'était effondré en un instant cruel. Il ne restait plus d'Émilie que des décombres et des larmes. Alors qu'elle croyait avoir touché le fond, une révélation encore plus cruelle vint déchirer son cœur. En fouillant parmi les affaires de Thomas, Émilie découvrit des messages échangés entre lui et sa propre belle famille. Il savait tout depuis des mois, complice silencieux de son calvaire, espérant secrètement toucher leur part de l'argent du complot. Cette trahison familiale était plus insupportable encore que celle de Thomas lui-même.
Émilie réalisa qu'elle avait été abandonnée par tous ceux qu'elle croyait aimer. La douleur devint si intense qu'elle en eut le souffle coupé, comme si son propre corps refusait d'accepter une telle cruauté. Chaque mot, chaque sourire échangé auparavant avec sa belle-mère, son beau-frère, n'était que mensonge et hypocrisie. Il l'avait sacrifiée sans une once de remords, la condamnant à une trahison totale. Émilie comprit que sa lutte ne serait pas seulement contre Thomas, mais contre un monde entier qui l'avait trahi. Elle jura intérieurement de ne plus jamais faire confiance à personne. Émilie, incapable de supporter plus longtemps la solitude étouffante de sa maison, sortit errer dans les rues désertes. Assise sur un banc froid, ses larmes coulaient sans fin, lavant son visage d'une tristesse infinie. C'est alors qu'une silhouette familière s'approcha doucement d'elle. C'était la femme du restaurant, celle qui avait tenté de la sauver. Ses yeux exprimaient une compassion sincère, rare dans ce monde de trahison. Elle s'assit à côté d'Émilie sans dire un mot, lui tendant simplement un mouchoir. Ce geste simple brisa la dernière barrière d'Émilie, qui éclata en sanglots contre cet inconnu. La présence de cette femme, discrète mais solide, fut la première main tendue vers elle depuis l'effondrement de sa vie. Elle sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'était plus complètement seule. Un mince rayon d'espoir traversa son cœur meurtri. La femme se présenta sous le prénom de Claire, et sa voix douce contrastait avec l'âpreté de ses révélations. Claire avoua qu'elle avait été, elle aussi, séduite puis trahie par Thomas plusieurs années auparavant. Elle expliqua qu'elle n'était pas restée passive, elle avait enquêté sur lui, découvrant ses nombreuses tromperies et ses plans sordides. Émilie, bouleversée, écoutait chaque mot avec une attention fébrile, reconstituant peu à peu l'ampleur du piège tendu. La douleur laissait place à une colère froide, méthodique. Claire sortit alors de son sac un dossier rempli de documents compromettants, preuves de fraude, mensonges, manipulations. Elle les avait conservés dans l'espoir de pouvoir un jour empêcher Thomas de nuire à d'autres femmes. Émilie serra ses papiers contre elle comme un bouclier contre l'horreur vécue. Un nouveau sentiment naquit en elle, celui d'une justice à rendre, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes de Thomas. Elle n'avait plus envie de pleurer. Elle voulait agir. Émilie rentra chez elle cette nuit-là, différente, métamorphosée par la rage qui bouillonnait dans ses veines. Larmes séchées, cœur blindé, elle savait désormais que pleurer ne suffirait plus. Elle allait faire tomber Thomas, pièce par pièce, révéler au monde le monstre qu'il était. Avec Claire à ses côtés, elle élabora un plan minutieux, fait d'intelligence froide et de stratégie implacable. Sa vengeance ne serait pas brutale, elle serait parfaite, irréversible. Chaque détail fut pensé avec soin, chaque action calculée avec précision. Émilie savait qu'elle ne devait rien laisser au hasard, un faux mouvement, et Thomas pourrait échapper à son destin. Pendant des jours, elle rassembla preuves, témoignages et alliés discrets prêts à la soutenir. Elle allait le détruire comme il avait tenté de la détruire, mais avec une dignité qu'il n'aurait jamais pu comprendre. Cette fois, c'était elle qui tenait les cartes en main, et elle n'aurait aucune pitié. Quelques jours plus tard, Émilie prit son courage à deux mains et alla rendre visite à Thomas à l'hôpital. Avec un sourire doux et une voix brisée, elle lui fit croire qu'elle lui avait pardonné, qu'elle voulait tout reconstruire. Thomas, affaibli mais méfiant, accepta prudemment ce retour inattendu. Émilie joua son rôle à la perfection, cachant sa haine sous des gestes tendres et des paroles sucrées. Chaque mensonge murmuré était une pierre de plus dans le tombeau qu'elle creusait pour lui. Pendant ce temps, Claire poursuivait son travail de l'ombre, rassemblant des témoins et des preuves irréfutables contre Thomas. Chaque pièce du puzzle s'imbriquait avec une précision glaçante, tissant autour de lui un piège dont il ne pourrait plus se libérer. Émilie contrôlait la situation avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. Elle se répétait chaque soir qu'il ne fallait pas faiblir, pas maintenant. L'heure de vérité approchait, et elle serait implacable. Le grand soir arriva lors d'une réception mondaine où Thomas devait annoncer son retour dans le monde des affaires. La salle était pleine, amis, collègues, investisseurs, tous venus applaudir son miraculeux rétablissement. Émilie, vêtue d'une robe rouge éclatante, apparut au bras de Thomas, affichant un sourire éclatant qui masquait son mépris.
À la fin du discours triomphal de Thomas, elle monta sur scène, tenant entre ses mains le dossier des horreurs. Le silence tomba aussitôt dans la salle. D'une voix ferme et calme, Émilie révéla la vérité, les trahisons, les fraudes, les tentatives de meurtre, tout ce que Thomas avait si habilement caché. À chaque mot prononcé, les regards autour d'eux changeaient, passant de l'admiration à l'indignation, puis au dégoût pur. Thomas tenta de l'interrompre, mais personne ne voulait plus l'entendre. Les applaudissements qu'il avait accueillis se transformèrent en huées déchirantes. Il était publiquement détruit, anéanti sous les yeux de ceux qui l'avaient tant trompé. En quelques heures, Thomas perdit tout ce qu'il possédait, sa réputation, son entreprise, ses alliances. Ses associés, horrifiés par les révélations, se détournèrent de lui sans la moindre pitié, comme s'il n'avait jamais existé. Les médias, avides de scandales, relayèrent l'histoire dans les moindres détails, exposant son nom à la honte nationale. Thomas, seul et haï, vit son monde s'effondrer dans un fracas irréversible. Le monstre qu'il avait été était désormais démasqué aux yeux de tous. Émilie, de son côté, observait la scène avec une étrange sérénité, comme si un poids immense venait enfin de se détacher de son âme. Elle ne ressentait ni triomphe ni vengeance, seulement un soulagement glacé. Thomas récoltait exactement ce qu'il avait semé, et elle n'avait plus rien à lui dire. Il était devenu un fantôme errant parmi les ruines de sa propre perfidie. Elle, en revanche, allait renaître de ses cendres. Libérée du poids de la trahison, Émilie décida de ne pas laisser sa souffrance la définir. Avec les indemnités obtenues lors du divorce, elle ouvrit une association pour venir en aide aux femmes victimes de manipulations et de violences psychologiques. Chaque jour passé à soutenir d'autres âmes brisées lui redonnait un peu de la force qu'on avait voulu lui arracher. Elle ne se voyait plus comme une victime, mais comme une survivante déterminée à reconstruire sa vie. Son propre passé devenait une arme pour sauver celle qui n'avait pas encore trouvé la lumière. Elle retrouva peu à peu sa dignité, son sourire, et surtout sa liberté intérieure. Ses journées étaient désormais emplies de projets, de sourires sincères, de regards pleins de gratitude. Chaque histoire partagée dans son association était une victoire silencieuse contre l'oubli et la douleur. Elle comprenait que sa souffrance, aussi immense soit-elle, avait une raison d'être, donnait un sens nouveau à son existence. Émilie renaissait, plus forte que jamais, dans un éclat de lumière inattendu. Un matin, alors qu'elle triait son courrier, Émilie tomba sur une enveloppe au nom de Thomas. Curieuse mais méfiante, elle hésita un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre manuscrite implorait son pardon, évoquant des regrets tardifs et un amour prétendu. Thomas, désormais incarcéré, écrivait qu'il avait tout perdu et qu'elle était la seule chose vraie qu'il avait jamais eue. Ces mots dégoulinaient de remords, mais ils sonnaient creux dans le cœur d'Émilie. Sans même finir de lire, Émilie froissa la lettre d'un geste sec, la jetant dans la cheminée sans un regard en arrière. Il n'y avait plus de place en elle pour la pitié ni pour les mensonges. Ce qu'elle avait vécu méritait mieux qu'une confession de dernière minute. Le feu dévora le papier comme pour purifier les dernières traces de ce passé sordide. Elle scella ainsi définitivement ce chapitre douloureux de son existence. Quelques semaines plus tard, Émilie quitta la ville où tant de souvenirs l'étouffaient. Dans une autre région, elle trouva une petite maison baignée de soleil, loin de tout ce qui avait un jour tenté de la détruire. Là-bas, elle reconstruisit son existence pierre après pierre, redécouvrant la paix dans les choses simples. Plus personne ne connaissait son histoire, et elle pouvait enfin respirer sans craindre le poids du passé. Ce nouveau départ avait la saveur douce d'une renaissance longtemps attendue. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sa vie lui appartenait pleinement. Chaque matin, en ouvrant les volets sur un horizon infini, elle se rappelait la force qu'il lui avait fallu pour survivre. Chaque sourire, chaque pas, chaque rêve retrouvé était une victoire silencieuse sur l'obscurité. Elle avait appris que les plus grandes batailles sont celles que l'on mène seule, dans l'ombre, avec courage. Émilie était enfin libre, prête à écrire sa propre histoire. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines dorées, Émilie s'assit sur le perron de sa nouvelle maison. Le ciel s'embrasait de teintes rouges et or, comme un tableau vivant symbolisant la fin d'une époque.
Elle ferma les yeux un instant, laissant le vent léger caresser son visage apaisé. Dans ce silence sacré, elle fit une promesse intime, ne plus jamais laisser quelqu'un lui voler sa joie, sa dignité ou son avenir. Plus personne ne détruirait ce qu'elle avait reconstruit au prix de tant de larmes. Émilie savait que la vie lui réserverait encore des défis, mais elle se sentait prête, solide comme jamais auparavant. Elle n'était plus la femme brisée que Thomas avait tenté d'effacer, elle était devenue sa propre héroïne. Chaque battement de son cœur vibrait désormais de courage et de gratitude. Son regard embrassa l'horizon avec une confiance nouvelle, déterminée à vivre pleinement chaque instant. Cette fois, son histoire n'appartiendrait qu'à elle, libre, forte et invincible. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Claire et Paul formaient un couple complice et solide. Depuis 8 ans, ils partageaient un petit appartement chaleureux dans un quartier paisible de Toulouse. Leur amour ne nécessitait ni bague ni cérémonie, ils vivaient heureux ainsi, loin des conventions. Chaque jour, ils bâtissaient ensemble une vie simple, faite de petits bonheurs et de projets partagés. Le lien qui les unissait était sincère, forgé par les épreuves et les joies du quotidien. Pour Claire, Paul était à la fois son amour, son meilleur ami et son pilier. Pourtant, malgré cette harmonie, leur entourage insistait parfois sur l'absence d'un mariage officiel. Claire souriait poliment, certaine que leur engagement valait bien plus qu'un bout de papier. Leur appartement, meublé avec amour et souvenirs, était leur refuge secret contre les aléas du monde extérieur. Claire se sentait comblée, entourée par la tendresse de Paul et les rêves qu'ils nourrissaient à deux. Rien ne semblait pouvoir briser cette bulle de bonheur fragile. Mais parfois, la vie change brutalement, sans prévenir. Tout bascula lorsque Monique, la mère de Paul, connut de graves difficultés financières. Son commerce venait de faire faillite et elle se retrouvait sans toit, désemparée. Sensible à sa détresse, Paul et Claire lui ouvrirent naturellement leurs portes, sans imaginer les conséquences. Monique s'installa dans leur appartement, apportant avec elle ses valises mais aussi ses inquiétudes et ses habitudes. Claire, de nature généreuse, fit tout son possible pour l'accueillir chaleureusement et l'aider à se sentir à l'aise. Les premiers jours furent pleins de bonne volonté de part et d'autre. Monique semblait reconnaissante, même si son regard parfois sévère sur Claire laissait transparaître un certain jugement. Paul, pris entre son amour pour sa mère et pour Claire, tentait d'apaiser les tensions naissantes. Claire, elle, acceptait les petits désagréments sans se plaindre, convaincue qu'il s'agissait d'un passage temporaire. Mais au fond de son cœur, une inquiétude sourde commençait à naître. Au fil des mois, la situation devint de plus en plus pesante pour Claire. Monique, autrefois discrète, se montrait désormais intrusive, critiquant ouvertement la manière dont Claire gérait l'appartement. Chaque geste, chaque mot semblait épié, jugé, rendant l'atmosphère étouffante. Paul, embarrassé, tentait de ménager les deux femmes sans vraiment prendre position, aggravant malgré lui le malaise ambiant. L'harmonie qui régnait autrefois dans le foyer s'effritait peu à peu, remplacée par une tension latente. Claire, d'abord patiente, commença à ressentir une profonde solitude dans son propre foyer. Elle n'osait pas en parler ouvertement à Paul, par peur de le blesser ou de créer un conflit irréversible. Chaque jour, elle s'efforçait de faire bonne figure, cachant ses larmes lorsqu'elle se sentait repoussée dans l'ombre. Le rêve d'une vie paisible à deux semblait désormais hors d'atteinte. Et sans le savoir, Claire s'approchait doucement du pire drame de son existence. Un matin de novembre, alors que la pluie battait les vitres et que le vent balayait les rues de Toulouse, Paul partit travailler comme d'habitude. Claire l'embrassa rapidement avant qu'il ne claque la porte, sans savoir que ce serait leur dernier échange. Quelques heures plus tard, elle reçut un appel terrifiant, Paul avait eu un grave accident de voiture. Son cœur se glaça instantanément, ses mains tremblaient tandis qu'elle saisissait son manteau pour courir à l'hôpital. Mais en arrivant, l'impensable lui fut annoncé. Paul était décédé sur le coup,
laissant Claire anéantie dans un couloir vide et froid. Le monde de Claire s'effondra en un instant. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble, tous leurs projets, s'était envolé en une fraction de seconde. La douleur était si forte qu'elle avait du mal à respirer. Dans les jours qui suivirent, elle se déplaçait comme une ombre, incapable de comprendre comment la vie pouvait continuer sans lui. Elle se raccrochait aux souvenirs, à leur appartement silencieux, à l'odeur de Paul encore présente dans leur chambre. Pourtant, le pire restait à venir, car la véritable épreuve n'était pas la perte de Paul, mais ce qui allait en découler. Le jour des funérailles, le ciel était lourd et menaçant, comme s'il partageait la peine de Claire. Elle tenait debout uniquement par la force du désespoir, entourée de quelques proches silencieux. Monique, elle, paraissait étrangement froide, presque distante, ne versant pas une larme. Claire tenta de chercher un regard de réconfort chez elle, mais n'y trouva que froideur et indifférence. Au cimetière, la pluie se mêlait aux larmes, effaçant les contours du monde pour Claire, désormais seule face à une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Une fois la cérémonie terminée, Claire regagna l'appartement vide, où chaque objet semblait hurler l'absence de Paul. Monique s'installa dans le salon sans dire un mot, son visage fermé et dur. Claire, brisée, s'enferma dans leur chambre, caressant du bout des doigts les vêtements de Paul encore suspendus dans l'armoire. Le silence était insupportable, alourdi par une tension sourde qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle ne savait pas encore que, derrière cette indifférence glaciale, Monique préparait déjà son prochain coup. Le lendemain matin, alors que Claire sortait de la chambre les yeux encore rouges de chagrin, Monique l'attendait dans le salon. D'une voix tranchante, sans la moindre compassion, elle lui ordonna de quitter immédiatement l'appartement. Monique affirma qu'en l'absence de mariage légal, Claire n'avait aucun droit et n'était plus la bienvenue. Abasourdie, Claire resta un moment sans voix, incapable de croire que la mère de Paul puisse agir avec tant de cruauté. Mais devant l'insistance brutale de Monique, elle comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir. En quelques heures à peine, Claire rassembla ce qu'elle pouvait dans de vieux sacs, le cœur en miettes. Elle quitta ce qui avait été son foyer pendant 8 ans, seule sous une pluie glacée, sans savoir où aller. Sa douleur était profonde, mêlée d'un sentiment d'injustice qui lui nouait la gorge. Elle trouva refuge chez son amie Sophie, qui l'accueillit avec compassion malgré la stupeur de cette situation. À cet instant, Claire pensait avoir touché le fond, mais au fond d'elle, quelque chose lui soufflait que cette histoire n'était pas terminée. Monique, sans aucun remords, expliqua froidement à Claire que l'appartement appartenait à Paul seul, et que sans mariage officiel, elle n'était légalement rien. Ces mots tranchants résonnaient comme des gifles dans l'esprit déjà meurtri de Claire. Chaque phrase semblait être soigneusement choisie pour blesser, pour la réduire au néant. Monique affirma qu'elle comptait vendre l'appartement et qu'il était hors de question que Claire y mette encore un pied. Claire, bouleversée, tenta de protester, de rappeler les années de vie commune et d'amour. Mais la dureté du regard de Monique lui fit comprendre qu'aucun sentiment n'était pris en compte. Cette cruauté inattendue brisa ce qu'il restait de force à Claire. Elle comprit que Monique n'avait jamais réellement accepté leur relation et qu'elle voyait en elle un obstacle plus qu'une famille. Les souvenirs heureux, les repas partagés, les rires dans cet appartement semblaient désormais souillés. Il n'y avait plus de place pour les discussions ni pour la compassion. Dans le silence glacial du salon, Claire sentit qu'elle était définitivement exclue de ce qui avait été son monde. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une colère sourde grandir en elle. Avec seulement quelques sacs de vêtements et de souvenirs, Claire descendit les escaliers de l'immeuble sous le regard froid de Monique. La pluie continuait de tomber, rendant sa marche encore plus lourde, son humiliation encore plus cuisante. Chaque pas loin de cet appartement arrachait un morceau de son cœur déjà brisé. Elle errait dans les rues, sans but précis, incapable de comprendre comment sa vie avait basculé en quelques jours. Finalement, elle trouva refuge chez Sophie, son amie de toujours, qui l'accueillit à bras ouverts et sans poser de questions. Chez Sophie, Claire s'effondra littéralement, vidée de toute force, de toute envie de se battre. Elle ne comprenait pas comment l'amour, la loyauté, et tant d'années partagées avaient pu être balayées d'un revers de main.
Chaque pièce du petit appartement lui rappelait douloureusement ce qu'elle venait de perdre. Pourtant, au milieu de sa détresse, une petite voix intérieure persistait à lui murmurer que quelque chose n'était pas clair. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, semblait se cacher derrière la brutalité de Monique. La nuit fut longue et agitée pour Claire, hantée par des cauchemars et des pensées tourmentées. Dès l'aube, une intuition irrépressible l'envahit, elle devait retourner à l'appartement. Quelque chose lui disait que Monique cachait un secret, quelque chose d'important, lié à Paul. Se rappelant qu'elle possédait encore un double des clés, donné en secret par Paul lui-même, Claire sentit son cœur s'emballer. Cette clé, oubliée depuis longtemps, devenait soudain une arme silencieuse pour découvrir la vérité. Sans perdre de temps, elle se prépara discrètement, déterminée à agir. Discrètement, elle se posta dans un café en face de l'immeuble, observant les allées et venues. Lorsque Monique sortit enfin, son sac à main à l'épaule et son manteau sur le dos, Claire attendit quelques minutes pour s'assurer que tout était calme. Puis, le souffle court, elle traversa la rue sous la pluie fine et s'approcha de la porte d'entrée. Le moment était venu de savoir ce qui se tramait réellement. Son intuition était forte, viscérale, et rien ne pourrait plus l'arrêter désormais. En fouillant dans son sac, Claire retrouva enfin le petit trousseau que Paul lui avait confié des mois auparavant. À l'époque, il lui avait murmuré en souriant que prévoir, c'est aimer. Elle n'aurait jamais imaginé que cette précaution anodine deviendrait son seul espoir face à l'injustice. Serrant la clé dans sa main tremblante, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, partagé entre peur et détermination. C'était comme si Paul, même après sa mort, lui tendait la main pour l'aider. Elle savait que franchir cette porte ne serait pas sans conséquence, mais elle n'avait plus rien à perdre. Claire contempla longuement le trousseau, pesant le pour et le contre, consciente de franchir une frontière invisible. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa poitrine, annonçant que quelque chose de capital l'attendait. Elle glissa la clé dans sa poche intérieure, se promettant d'être discrète, rapide et méthodique. Ce geste simple, anodin autrefois, avait désormais une importance capitale. Dans sa tête, des souvenirs heureux avec Paul défilaient comme un film lointain et douloureux. Mais aujourd'hui, l'heure n'était plus au regret, il était temps d'agir. Installée dans le coin le plus sombre du petit café face à l'immeuble, Claire guettait patiemment. Chaque mouvement de la rue la mettait en alerte, ses yeux cherchant la silhouette familière de Monique. L'attente était interminable, chaque minute étirant son angoisse comme une corde prête à rompre. Finalement, elle aperçut Monique sortir, sac sur l'épaule et manteau serré contre elle, pressée par le froid matinal. Claire sentit une bouffée d'adrénaline monter en elle, consciente que le moment qu'elle attendait était enfin arrivé. Elle garda son calme, l'observant s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Claire patienta encore quelques minutes, prudente, craignant un éventuel retour inattendu. L'immeuble semblait désert, les rideaux tirés, les volets clos, aucune silhouette à l'horizon. Elle régla l'addition rapidement, le cœur battant la chamade, et sortit dans la fraîcheur du matin. Sous son imperméable, ses mains tremblaient, mais son esprit restait concentré. Il n'était plus question de reculer maintenant. D'un pas discret mais décidé, elle traversa la rue déserte et se dirigea vers l'entrée de l'immeuble. Arrivée devant la porte, Claire inspira profondément pour calmer ses nerfs. Elle inséra délicatement la clé dans la serrure, priant pour que rien ne trahisse sa présence. Un léger déclic se fit entendre, et la porte s'ouvrit lentement dans un grincement presque inaudible. Elle referma derrière elle avec précaution, ses sens en alerte maximale, chaque bruit résonnant dans le silence pesant de l'appartement. L'atmosphère à l'intérieur était lourde, presque oppressante, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Claire avança à pas feutrés, retenant sa respiration à chaque craquement du parquet. Elle traversa rapidement le couloir familier, son regard balayant chaque recoin à la recherche du moindre indice. L'appartement semblait à première vue vide, mais une tension sourde flottait dans l'air, palpable. Arrivée devant la porte de leur ancienne chambre, Claire sentit son cœur se serrer douloureusement. Elle posa la main sur la poignée, hésita une seconde, puis poussa doucement la porte.
Ce qu'elle allait découvrir changerait sa vie à jamais. Et au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. En ouvrant la porte de leur chambre, Claire sentit ses jambes fléchir. Tout était sans dessus-dessous, les vêtements, les papiers, même les cadres au mur avaient été arrachés. Le sol était jonché d'objets brisés, de souvenirs éparpillés, comme si une tempête avait dévasté leur intimité. Un profond dégoût et une immense tristesse l'envahirent devant ce spectacle de désolation. Chaque recoin de la pièce portait la marque d'une fouille brutale, presque haineuse. Claire avança lentement, évitant les morceaux de verre éclatés au sol. La chambre où elle avait ri, pleuré et rêvé avec Paul n'était plus qu'un champ de ruines. Le silence, épais et pesant, semblait pleurer avec elle. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers le désordre, un éclat lumineux attira son attention. L'ordinateur portable de Paul, posé sur le bureau, était allumé, chose incongrue dans ce chaos. Claire s'approcha, intriguée, sentant une étrange angoisse lui nouer la gorge. L'écran affichait une fenêtre ouverte, comme laissée là en toute hâte. En s'approchant davantage, elle remarqua un document posé directement sur le clavier. Tout semblait étrangement orchestré, comme si quelqu'un avait tenté de cacher quelque chose et s'était interrompu en urgence. Claire sentit son instinct lui hurler qu'elle était sur le point de découvrir une vérité lourde de conséquences. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tendit le bras vers le papier. Sur le clavier reposait un document officiel, à l'entête du notaire que Paul avait consulté de son vivant. Claire lut en apnée, il s'agissait du testament de Paul, où il lui léguait tout ce qu'il possédait. L'appartement, la voiture, les économies, tout avait été pensé pour elle, signifié et authentifié légalement. Ses yeux se remplirent de larmes face à cette ultime preuve d'amour. Mais son soulagement fut de courte durée. Sur l'écran de l'ordinateur, elle découvrit des tentatives évidentes de modification numérique du document. Claire comprit alors que Monique avait tenté d'effacer son nom pour s'approprier l'héritage. Le choc fut violent, au-delà de l'injustice, elle réalisait l'étendue de la trahison. Les mains tremblantes, Claire parcourut chaque ligne du testament avec une attention fébrile. Paul y avait précisé sans ambiguïté que Claire devait hériter de l'appartement, du véhicule, et d'une importante somme d'argent placée en banque. Ce document officiel portait la signature manuscrite de Paul et celle du notaire, avec la date légale. Claire sentit son cœur se serrer, même après sa mort, Paul avait pensé à la protéger. Une vague d'émotion la submergea, mêlant amour, soulagement et douleur. Mais derrière cette découverte se profilait une ombre plus lourde encore. Elle savait que, si Monique avait trouvé ce testament, elle n'aurait jamais agi de manière aussi brutale sans raison. L'horreur de la situation devenait peu à peu plus claire, Monique avait découvert l'existence du document et tentait de l'effacer de toutes ses forces. Claire, encore sous le choc, réalisa qu'elle ne pouvait pas rester ici une minute de plus. Chaque seconde comptait pour sauvegarder cette preuve essentielle. Elle savait désormais que la bataille pour son avenir venait seulement de commencer. Sur l'écran de l'ordinateur, plusieurs fichiers trahissaient les manipulations de Monique. Des copies modifiées du testament, des tentatives d'effacer le nom de Claire et d'insérer le sien, tout cela était là, en évidence. Claire découvrit même des brouillons de lettres destinées à des avocats, réclamant l'héritage au nom de Monique. Chaque document lui était comme un coup de poignard supplémentaire, enfonçant la trahison dans la chair vive de Claire. Comment une femme qu'elle avait accueillie et respectée pouvait-elle aller si loin dans la perfidie ? La douleur de Claire se transforma peu à peu en détermination froide. Elle comprit que Monique n'avait jamais vu en elle une famille, mais un obstacle. Tous les gestes gentils, tous les mots échangés durant les années de cohabitation n'étaient plus qu'illusions. Monique avait décidé de l'effacer de la vie de Paul, même après sa mort. Claire rangea soigneusement chaque preuve dans son sac, consciente que ce combat serait difficile, mais qu'elle n'avait plus d'autre choix. Elle allait se battre pour honorer l'amour que Paul lui avait laissé. Sans perdre une seconde, Claire quitta précipitamment l'appartement, le cœur battant à tout rompre. Sous la pluie froide de ce matin d'hiver, elle courut jusqu'à la première station de taxi. Chaque minute écoulée représentait un risque que Monique découvre son intrusion et efface toutes les traces. Dans la voiture,
Trempée jusqu'aux os, elle envoya un message à Sophie pour l'avertir de son retour. Sa priorité était désormais de sécuriser les documents et de déposer une plainte officielle. Arrivée chez son amie, Claire imprima les copies des fichiers numériques et rangea précieusement le testament original dans une pochette étanche. Puis, sans attendre, elle se rendit au commissariat de quartier avec tout son dossier. Face à l'agent de police, elle exposa calmement les faits, présentant chaque preuve, chaque détail. Son récit, chargé d'émotion, fut accueilli avec sérieux. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort de Paul, Claire sentit une lueur d'espoir renaître timidement en elle. Après avoir déposé plainte, Claire suivit les conseils des policiers et contacta un avocat spécialisé en droit des successions. Maître Lefebvre, un homme calme et précis, accepta de prendre en charge son dossier après avoir examiné les preuves. Ensemble, ils constituèrent un dossier solide pour faire valoir les droits de Claire devant la justice. Chaque document, chaque capture d'écran fut classée méthodiquement, prouvant la tentative manifeste de falsification. Pendant plusieurs jours, Claire fit des allers-retours entre le commissariat et le cabinet de son avocat. Elle dut raconter son histoire à plusieurs reprises, revivant à chaque fois la trahison et la douleur. Mais à travers cette épreuve, sa détermination se renforçait. Elle savait qu'elle défendait non seulement ses droits, mais aussi la mémoire de Paul. Elle se préparait intérieurement à affronter Monique en face. Quelques semaines plus tard, l'enquête confirma sans ambiguïté l'authenticité du testament. Le notaire convoqué certifia la signature de Paul et l'ensemble des conditions légales respectées. Claire reçut alors la confirmation officielle que l'appartement, la voiture et les économies lui appartenaient de plein droit. Ce fut un soulagement immense, comme une délivrance après des semaines de tourmente. Maître Lefebvre déposa immédiatement les actes pour rétablir Claire dans ses droits auprès des autorités compétentes. L'avocat envoya aussi une notification légale à Monique, l'informant qu'elle n'avait aucun droit sur les biens. Claire, en recevant la confirmation écrite, éclata en sanglots silencieux. Elle sentait enfin que la justice reprenait sa place, malgré toute la douleur subie. Forte des documents légaux en main, Claire retourna à l'appartement, le cœur battant, prête à affronter Monique. Devant la porte, elle respira profondément, puis frappa avec assurance. Monique ouvrit, surprise de la voir, et sans lui laisser le temps de parler, Claire annonça froidement, elle avait 2 jours pour quitter les lieux. Tous les biens appartenaient désormais légalement à Claire. Face au calme implacable de Claire, Monique perdit rapidement contenance. Elle tenta de protester, de crier, mais Claire resta ferme, montrant les papiers légaux. Monique comprit qu'elle avait perdu la partie. Sans attendre de réponse, Claire tourna les talons et quitta l'immeuble, laissant à Monique 2 jours pour faire ses valises. Un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait enfin. Monique refusa obstinément de quitter l'appartement dans les 2 jours imposés. Elle hurla, pleura, supplia même, affirmant que Claire n'avait aucun cœur. Son comportement oscillait entre colère violente et supplication pathétique. Claire, bien que blessée, resta de marbre, montrant à chaque fois les documents officiels. Elle savait que toute faiblesse de sa part serait exploitée sans pitié par Monique. Les jours suivants furent marqués par des affrontements tendus dans les couloirs de l'immeuble. Monique tentait de rallier les voisins à sa cause, déformant l'histoire pour se faire passer pour une victime. Claire, soutenue par son avocat, resta discrète et digne, évitant les confrontations inutiles. Elle savait que la loi était de son côté et que la patience finirait par triompher. Mais intérieurement, chaque attaque verbale la blessait un peu plus. Après 5 jours de tension insupportable, Claire fut contrainte de faire appel aux forces de l'ordre. Un huissier se présenta à l'appartement accompagné de 2 policiers pour signifier à Monique son obligation de partir. Face à l'évidence, Monique éclata en sanglots et quitta finalement les lieux avec ses maigres affaires. Claire, du haut de l'escalier, assista silencieusement à son départ, le cœur lourd mais soulagé. Elle savait que ce n'était pas une victoire, seulement la fin d'un cauchemar. Lorsque Monique disparut enfin au coin de la rue, Claire rentra dans l'appartement vidé de toute hostilité. L'air semblait plus léger,
mais le vide émotionnel était profond. Chaque pièce semblait imprégnée des souvenirs amers de ces dernières semaines. Claire prit son temps pour nettoyer, remettre en ordre, et purifier symboliquement son espace. Ce lieu allait redevenir le sien, un sanctuaire reconstruit sur les ruines de tant de trahisons. Malgré toute la douleur subie, Claire ressentit une immense pitié pour Monique. Elle savait que la haine ne ferait que l'enchaîner au passé. Après mûre réflexion, elle décida de lui verser la moitié de la somme d'argent que Paul lui avait laissée. Ce geste n'était pas pour Monique, mais pour sa propre paix intérieure. Elle voulait tourner définitivement la page, sans remords ni regrets. Claire demanda à son avocat de rédiger un accord simple, garantissant que Monique ne pourrait plus réclamer quoi que ce soit. Monique accepta l'argent sans un mot de remerciement, emportant avec elle ses illusions et son amertume. Claire, pour sa part, sentit un poids immense quitter ses épaules. Elle savait que cet acte de générosité marquait le véritable début de sa guérison. Plus rien désormais ne la rattacherait à ce passé douloureux. Avec le temps, Claire transforma la douleur en force. Grâce à l'héritage, elle lança sa propre entreprise de décoration intérieure, un rêve qu'elle avait toujours gardé secret. Son travail acharné porta ses fruits, et quelques années plus tard, elle réussit à acheter une nouvelle maison, loin des souvenirs amers. Chaque pièce de sa nouvelle demeure respirait la paix et la renaissance. Elle bâtissait sa vie à nouveau, pierre après pierre, avec une détermination sereine. 5 ans après ces événements, Claire rencontra Thomas, un homme doux, respectueux et profondément humain. Leur relation se construisit sur la confiance et l'honnêteté, loin des ombres du passé. Ensemble, ils eurent un fils, apportant à Claire une joie qu'elle n'osait plus espérer connaître. En regardant son enfant jouer dans le jardin de leur maison, Claire sut qu'elle avait survécu à la tempête. Sa vie, marquée par tant d'épreuves, était devenue enfin un havre de bonheur mérité. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.